Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je me suis fait encore attraper par un capelliculteur, ça m'arrive tous les 4-5 mois en général, donc bah voilà, ça vient de m'arriver. Il est temps que je me mette du coup au nettoyage du jardin, là j'ai que trop traîné. Et là, comme je vous l'ai expliqué du coup dans une vidéo précédente, pour tout ce qui est vraiment très attaqué, très malade, cette année je vais opter pour un éloignement du jardin de cette matière organique là. Bon voilà, je vais réexpliquer encore un petit peu l'argumentaire qui était derrière, hein. C'est que quand bien même il y aurait une probabilité ne serait-ce que de 10% pour qu'il y ait un avantage à éloigner cette matière malade du jardin, vu le peu de matière organique dont il est question au final une fois décomposée, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Donc dans le doute, parce qu'il y a, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de certitude sur le sujet de l'intérêt d'éloigner tout ça. Et c'est pas des choses qui ont été particulièrement bien et suffisamment étudiées et documentées. Donc on est forcément obligé de faire avec une sorte de vision qu'on se fait de la chose nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des théories très différentes d'un jardinier à l'autre, voire complètement opposées, entre ceux qui disent on laisse tout au sol et puis ceux qui disent on éloigne tout. Et vu les faibles quantités de matière organique qui sont en jeu, le bon sens, la logique veut qu'on ne prenne pas de risque et qu'on éloigne tout ce qui est malade. Et donc du coup je vais m'orienter là-dessus. Alors la vision que j'en ai, surtout sur le mildiou, j'imagine qu'après au niveau du sol, on a des sortes de spores qu'ils appellent les zoospores qui se trouvent dans le sol, qui après elles vont dégager des spores qui vont se propager dans l'air et vont contaminer autour d'elles. Donc il faut s'imaginer un peu que plus on a de zoospores dans le sol, plus ça fait une sorte de nuage de fumée de spores relativement dense autour de l'endroit où il y avait toutes ces spores-là. Alors après avec le vent tout ça se déplace, mais c'est un peu comme s'il y avait, imaginez par exemple un peu une fumée qui se dégage du sol. Plus il y a de fumée qui se dégage du sol, forcément plus vous êtes proche et plus vous avez de chances d'être contaminé. Et plus cette fumée qui se dégage du sol a été exportée loin, moins il y a de chances que du coup elle vienne atteindre vos plantes, hein, parce que il y a des questions de densité de spores également dans l'air, en plus des conditions favorables au fait qu'elle se développe. Alors je suis sûr que cette année effectivement, si j'ai eu le mildiou, c'est parce qu'il y a eu vraiment des conditions très favorables, mais ça a peut-être joué aussi du fait qu'il y avait une quantité de spores dans l'air qui flottait au niveau du potager plus importante que si j'avais éloigné du coup les plantes malades l'année d'avant. Donc du coup cette année je prends pas de risque, j'éloigne tout et là voilà, je vais commencer à arracher tout ça, c'est parti, je m'attaque au grand nettoyage du jardin. Et par contre voilà, je suis pas dans un raisonnement de type tout ou rien. Oui, il y a des choses qui vont rester comme un peu au sol, des vieilles tomates pourries, tout ça, je vais pas aller m'amuser à ramasser ça à la main. Par contre voilà, j'essaie quand même de réduire la charge. L'idée c'est vraiment de limiter la quantité de mildiou que je vais mettre au niveau du sol pour que les zoospores ne puissent pas trop se développer. Mildiou qui est un champignon, hein. Je parlais de bactéries, de virus dans la vidéo précédente. Effectivement le mildiou c'est un champignon comme l'a précisé Maud du jardin d'Alekil. Mais bon, les raisonnements sont quand même relativement similaires. Vu qu'on parle de pathogènes, on est quand même toujours un peu dans la même logique. Avec le mildiou en plus le côté les spores dans l'air qui après se propagent. Et donc l'idée ça va être de limiter la densité de spores dans le nuage qui va flotter dans l'humidité du potager au matin, en faisant en sorte de limiter du coup le nombre de zoospores au niveau du sol. Enfin voilà, moi c'est un peu la représentation que je me fais de la chose, et ça paraît assez logique en fait. Et là on voit bien, hein, avec le paillage, tout ça, la terre est magnifique, hein, vous voyez. Là je vais redonner à manger des feuilles, plein de choses, vous allez voir ça. Et elle va continuer à s'améliorer du coup, mettre un peu de compost également. Et je me retrouve à jardiner quasiment dans le terreau, hein. Donc ça c'est vraiment, avec ça, il y a tout qui pousse, hein. Bon, et donc il y a de la tomate verte, hein. Beaucoup d'entre vous me diraient que je pourrais en faire de la confiture ou ce genre de choses. Moi je vous avoue que là-dessus je passe mon tour. Donc c'est un peu une récolte de ratés, mais bon, enfin que je laisse passer au jardin. Mais bon voilà, pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pouvez récupérer toutes ces tomates là pour en faire de la confiture notamment. Il paraît que c'est assez fameux, mais nous on a déjà tellement des confitures de cette année qu'on va pas avoir besoin de celle-là. Ok, donc deuxième boîte de tomates, et j'en ai profité également pour écarter les concombres malades. Et vous voyez là du coup sur la surface des concombres, il y a ces petites poudres blanches là. Donc à mon avis, ça gagnera parfaitement à être éloigné du jardin. Et là vous voyez c'est typique, hein, on parle d'une quantité de matière organique qui est vraiment ridicule quoi, hein. C'est même pas une poignée de feuilles, et donc c'est pas la peine de prendre des risques pour si peu. Dans le doute, j'éloigne. Et donc deuxième brouette qui s'en va du coup au pourrissoir. Alors ça peut paraître des volumes importants, mais voilà, une fois composté, en fait il reste vraiment pas grand chose, hein. C'est surtout beaucoup de lianes, donc c'est rempli d'air en fait.
c'est beaucoup de branchage. Si je tassais tout ça, ça tiendrait dans pas grand chose. Allez, j'emmène ça au fond. Et voilà, tout ça rejoint le pourrissoir. Et vous voyez, c'est quand même pas très vert, hein. Tout ça, c'est très très noir de mildiou. Donc je suis assez content quand même d'éloigner ça du jardin. Je vais me rééviter le cauchemar de cette année où il a fallu que je me batte contre le mildiou. Et que mine de rien, la récolte de tomates a été réduite de moitié. Et bon, c'est pas dit du tout, voilà, comme je vous le dis, hein, j'ai pas de certitude sur ce que je suis en train de faire. Mais ça paraît relativement logique. Et puis dans le doute, le rapport bénéfice-risque, hein, c'est vraiment dans ces termes-là que je raisonne. Et clairement, tranche clairement dans l'idée d'éloigner ça du potager. Au cas où ça aurait même ne serait-ce que 10% d'effet. Ça vaut le coup d'éloigner tout ça. On parle là, une fois composté, de, je sais pas, moi, ça va faire 5-10 kg de terreau. Je vais aller à la plateforme demain chercher du compost de plateforme de compostage. J'aurais qu'à juste en prendre un tout petit peu plus. Et pour 2 € de compost, je compense toute cette matière-là. Et je serai beaucoup plus tranquille, je pense, au niveau du mildiou. Et l'an prochain, du coup, fera office un peu d'expérience. Hop. Et donc les tuteurs, par mesure de sécurité, je passerai un petit coup de javel dessus avant de les réinstaller dans les plates-bandes l'an prochain. Donc juste un petit coup d'éponge qu'on trempe dans la javel et on passe comme ça. On n'est même pas obligé de faire ça dans le potager, hein, si vraiment ça vous embête de mettre 3 gouttes de javel au niveau du sol. Vous pouvez faire ça un peu à distance et puis après les ramener. Ou utiliser d'autres choses que de la javel, hein, du vinaigre blanc, de l'alcool à 90, enfin voilà. Vous utilisez ce que vous voulez. Mais un petit coup d'éponge pour désinfecter avant de remettre les tuteurs, ça me paraît pareil, une petite précaution qui coûte pas très cher et qui voilà, rajoute un petit peu de sécurité encore. On sent le gars quand même qui a été traumatisé par son expérience du mildiou cette année, mais je vous avoue franchement, moi ça a été quand même une sacrée galère. C'était un vrai investissement personnel pour arriver à sauver les tomates, beaucoup de charge mentale, ce genre de choses, de stress, et puis voilà, beaucoup de pertes également de récolte, hein, parce que je pense que j'ai eu que la moitié de la récolte que j'aurais pu avoir. J'ai réussi à en sauver une partie, mais bon, pas tout. Et donc voilà, j'ai pas envie de reproduire ça, et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et j'avais également tout ce tas de chiens-dents que j'avais sorti des plates-bandes où j'avais planté du coup les aliacées dans une dernière vidéo. Donc ça c'est pareil, hein, je vais mettre ça dans la boîte, ça va partir dans un bac. Bon, le tas d'herbes en question était encore vraiment plein de chiens-dents, tout frais, tout jeune, prêt à repartir. Donc plutôt que de mettre ça dans les bacs, je me bats déjà suffisamment contre le chien-dent. J'ai préféré utiliser toute cette matière pour du coup pailler le pied des arbres fruitiers. Voilà, ça fera, elle n'est pas perdue. Et au moins je vais pas me refoutre du chien-dent plein les plates-bandes. Parce qu'une fois recouvert dans un environnement très humide, très confortable, il va sûrement repartir. Donc je préfère le mettre ici. Pareil, limiter les risques pour se limiter le travail. Donc là je suis parti pour débâcher l'essentiel du potager que j'aurais pu bâcher entre temps entre deux cultures. Vu que là, il va être question de la mise en hivernage du jardin, et du coup, je vais tartiner un maximum de matière organique là-dessous. Et une fois que j'en aurai fini, alors normalement, la dernière étape, ça va être quand je vais ramasser les feuilles mortes des arbres au jardin. Donc ça nous amène plutôt mi-décembre, fin décembre. Là, j'aurai vraiment tout bien recouvert mes bacs, et là, je pourrai les bâcher à partir de ce moment-là. Donc là, en attendant que j'ai pu du coup mettre tout ça, je vais les débâcher. Alors, il est possible que du coup, il y a quelques petites mauvaises herbes qui poussent, mais bon, à cette période de l'année, quand même, la pression des mauvaises herbes commence à sérieusement ralentir. Du coup, ça n'aura pas trop le temps de pousser. Et je vais tartiner par-dessus, puis je rebâcherai après, voilà, à la fin de l'année, la fin décembre. Normalement, tout ça sera recouvert. Et on pourra aborder, du coup, le printemps sereinement. Et donc là, je suis dans la partie du potager qui sert du coup aux cultures, non pas des cultures d'été, mais plutôt les autres cultures, poireaux, carottes, ce genre de choses. Je vous ai déjà expliqué un peu tout ça. Et je vous avais dit que je trouvais que ma terre était plus très bonne de ce côté-là du potager, parce que je mets jamais de paillage en fait, hein, j'ai pas le temps, les cultures tournent en permanence. Et du coup là, je vais essayer quand même de faire une petite pause là cette année. Je vais essayer de faire en sorte de donner à manger à cette partie-là du potager, parce que le niveau du sol arrête pas de diminuer. Donc là, on était sur l'ancienne plate-bande où j'avais mes fraisiers que j'ai déplacé à la plate-bande derrière. Donc là, voilà, je suis parti pour mettre du coup du broyat et également du coup ce que je vais récupérer au jardin.
Et donc là, idem, hein, je vais retirer toutes les bâches sauf une. Hein, j'avais fait une expérience de mise en place de sur sous la bâche pour voir un peu ce que ça allait faire. Donc ça, je vais pas y toucher. Par contre, voilà, j'enlève toutes les autres. Et puis maintenant, l'idée, ça va être de donner à manger à tous ces grands composteurs. Et donc c'est parti pour mettre tout ce broyat dans les différentes plates-bandes. Je vais le répartir parce que j'en ai pas non plus tant que ça. Allez, je me lance. Et dans la série du coup de ce que je vais récupérer pour pailler les plates-bandes, eh ben on a la culture du riz, qui est bien enracinée. Hop. Voilà, et puis ça va partir dans les plates-bandes également. Le riz japonica est beaucoup plus dur à arracher. Et franchement bien enraciné. Hein. Hop là. Voilà. Bon, voilà, j'ai nettoyé la rizière, c'est du sport. Et j'en profite quand même pour remarquer que les plants que j'avais plantés avec 30 cm d'écart ont fait quand même des plants beaucoup plus fournis que ceux qui étaient plantés à 20 cm. Donc pour ceux voilà, qui seraient intéressés par la culture de riz, 30 cm d'écartement pour les différents plants de riz, ça m'a l'air mieux adapté et ça fait des plants de riz beaucoup plus gros. Allez, je continue. Bon, et la paille de riz, hein, je sais qu'il y a moyen de la récupérer puis d'en faire des choses avec, hein, comme on pourrait faire avec la paille de blé d'ailleurs. Hein. Mais bon, moi ça va juste me servir de paillage. Et voilà, moi c'est grand luxe. Hein. Je paille le potager, mais pas à la paille de blé, hein, la paille de riz. Attention, voilà. C'est parti, ça va composter. Je pense que ça va avoir du mal à composter quand même. On va voir dans quel état ça va être au printemps. Mais bon, au pire, je l'enlèverai et puis je le mettrai ailleurs. Comme d'habitude, hein, pour la 3e fois de l'année, je coupe la consoude. Et ça va aller avantageusement pailler la plate-bande juste à côté. Et du coup, voilà, j'ai une plate-bande dont le paillage a été fourni juste par la consoude à côté. Et c'est toujours une plate-bande de gagné. Donc les choux-fleurs arrachés sont allés dans cette plate-bande-là. Vous voyez, hein, ça fait quand même des troncs énormes. Donc faut pas s'attendre à ce que ça composte dans l'hiver. Ça va se faire un peu attaquer, ça va commencer à pourrir. Et au printemps, je remettrai un petit coup de coupe-branche sur ce qui reste pour l'aider à pourrir. Mais c'est pas grave s'il en reste dans la plate-bande. De toute façon, on va mettre nos plants de tomates ou de poivrons ou d'aubergines. En gros, tous les 30-40 cm. Et puis s'il y a un tronc de choux entre deux, c'est pas bien grave. Puis ça va continuer à se décomposer sur la longueur. Alors là, je suis sur les plates-bandes de poivrons et d'aubergines. On pourrait penser que c'est encore joli, que ça pourrait tenir encore un peu longtemps. Effectivement, on pourrait tenir encore 2-3 semaines. Mais on a largement les stocks qu'il faut de poivrons. Les aubergines, je pense pas qu'elles vont arriver à terme. Maintenant, il fait plus assez chaud. Et là, vous voyez quand même une très jolie capucine. Donc, elle est sur le bord de la plate-bande. Donc, celle-là, je pense que je vais essayer de la garder. Alors, moi, j'ai pas les conditions pour. J'ai pas de fenêtre bien orientée au sud qui permettrait de faire ça. Mais pour ceux qui le veulent, hein, tout ce qui est poivrons et piments, vous pouvez les rempoter en pot et les rentrer en intérieur pour les ressortir en avril et les replanter au jardin. Ça fonctionne pas trop mal de ce que j'ai cru comprendre. Bon, voilà, moi je le fais pas, mais pour ceux qui le peuvent, hein, vous pouvez faire ça. Vous déterrez du coup votre plant, vous essayez de viser un peu large, hein, de prendre pas mal de racines, vous mettez ça dans un pot, bien drainé, et puis vous rentrez ça, et puis comme ça passe l'hiver. Et alors ça, du coup, vu que c'est pas trop malade, contrairement aux tomates et aux concombres qui étaient mangés d'oïdium que j'ai éloigné du jardin, ça je vais juste mettre ça dans un autre bac à côté, mettre 2-3 coups de sécateur, et puis je vais recouvrir ça après d'herbe, de ce que j'ai sous la main, et ça va composter directement en place. Alors pour ce qui est des racines de la plante, là, on va en déterrer une, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on voit que ça fait des racines relativement en profondeur quand même. Hein. Vous voyez, ça descend pas mal. Et puis également, ça colonise en surface. Ouais, ça descend même encore bien profond, hein, parce que ça continue encore à descendre. Les sols, même s'il est argileux en profondeur, il commence à être bien profond. Et surtout, du coup, il me garde bien l'eau. Ça fait vraiment comme des bacs de jardinière sous mes bacs. Donc avoir un sol argileux, ça a aussi des avantages. Pour peu qu'on essaie de surélever un peu nos cultures, du coup.
on se retrouve à avoir une sorte de réserve d'eau absolument phénoménale sous les bacs. Et en même temps, les plantes qui, du coup, dans les sortes de composteurs que sont les bacs, poussent à merveille et font des beaux systèmes racinaires. Et là, elle a manqué de rien, là. Elle a eu à manger, à boire, et le plant s'est magnifiquement développé, sans plus de travail que ça. Hein. C'est comme si, voilà, les bacs, c'est comme des composteurs, et ça pousse dans le compost. Avec du coup ce sort de bac de jardinière constitué par l'argile un peu mélangée au compost dessous, qui me garde bien l'eau, et permet à tout ça de bien s'enraciner et bien se nourrir. Et du coup, pour les autres, hein, je vais pas m'amuser à couper, à arracher tout, hein, juste je coupe le bas du plant, hop, et je mets au milieu de la plate-bande, et puis bah, ça va composter. Hein. Bon, et là sur les poivrons, j'ai encore une quantité de légumes assez impressionnante, mais on a déjà des stocks plus que raisonnables. Et bon, avec le confinement, ça va être compliqué de donner tout ça, mais c'est encore beau, hein. Regardez ça. Ils sont vraiment sympas, hein. Mais bon, allez. On en a déjà beaucoup trop. Je pense que l'an prochain, des poivrons, j'en ferai moins parce que la récolte a été vraiment largement au-dessus de ce qu'on utilise. Bon, j'ai récupéré quand même les plus beaux piments. Hein, ça, c'est quand même dommage de gâcher. Et puis allez, ben ça, c'est voilà. Tout ça, c'est nettoyé. Bon, ça fait vraiment mal au cœur hein, de jeter tous ces beaux légumes. Donc j'ai quand même récupéré deux poivrons, en plus des piments. Et puis bon, on va voir un peu si on n'arrive pas à leur trouver quand même une petite place. Bon, et donc on s'attaque au gros morceau suivant qui est la bâche des courges. Et bah, c'est parti pour arracher tout ça. On va commencer déjà par enlever toutes les restes de culture. Et je vais mettre ça du coup dans d'autres plates-bandes. Alors là, dans la mesure où bon, c'est pas trop violent, moi je trouve les maladies des courges, c'est un peu d'oïdium, vous voyez, c'est pas encore hyper mangé par les petits champignons. Donc je vais juste mettre ça de l'autre côté du potager, dans les plates-bandes où je fais plutôt les solanacées et qui craignent pas les maladies des courges. Et puis bon, je pense que ça fera le travail. Jusqu'ici, j'ai pas trop eu de soucis avec les courges, juste quand même quelques petites attaques de virus de mosaïque. Mais là, je vois pas de traces particulières de mosaïque là sur les plants, donc pas de soucis. Je vais mettre ça dans les plates-bandes de solanacées. Là, inutile de vous embêter même à couper parce que vous allez voir, ça réduit à une vitesse les courges. Ça fait une masse végétale assez impressionnante. Mais on se rend compte que c'est vraiment que de l'eau, hein, parce que vous allez voir, quand ça composte, il reste vraiment quasiment rien. Alors cette période de l'année au potager, c'est clairement pas la plus agréable. Il fait froid, il fait humide, on patauge dans toute la matière organique à moitié pourrie, on s'en met plein les doigts, c'est assez répugnant. Mais c'est quand même hyper efficace pour redonner de la fertilité au bac et faire en sorte que l'année d'après, tout repousse à nouveau à merveille. Donc bon, c'est un petit mauvais moment à passer, le nettoyage du potager, ça fait jamais plaisir. Mais bon, ça fait partie de ces moments. On fait pas forcément tout le temps que des choses agréables. Et comme ça, on apprécie d'autant plus quand arrive le printemps, puis qu'on fait nos petits semis en godet, tout ça. Là, c'est quand même vachement plus sympa. Mais là, du coup, je sais que en faisant tout ce travail-là, l'an prochain, j'aurai plus qu'à mettre mes petits plants tout près dans les bacs et tout va pousser tout seul. Et vu que pour mon système de culture de courge sur bâche, il faut que je décale en gros la bâche de 50 cm chaque année pour que les trous se retrouvent pas au même endroit. Il va falloir que j'enlève du coup tout l'arrosage automatique. Et j'en profite du coup pour enlever toutes les agrafes. Et puis je vais sûrement rentrer ça également pour l'hiver. Là je vais rentrer le tuyau d'arrosage pour éviter de prendre des risques que ça gèle. Et donc là je suis en train d'enlever les agrafes là déjà. Et après il me restera à enrouler les 2 tuyaux d'arrosage de 25 mètres à peu près. Bon là je suis au niveau de la bâche des courges, donc j'ai nettoyé les courges. Et c'est pour vous montrer quand même que je suis assez déçu de la bâche en fait. Puisque à travers la bâche, j'ai beaucoup de plantes qui ont réussi à pousser. Et qui du coup m'ont beaucoup abîmé la bâche. Et quand j'ai voulu les enlever, ça a fait des déchirements un peu partout. Voilà, ça c'est pas des trucs qui étaient prévus. Et elle est très abîmée. Elle est en très mauvais état. Et là on voit, elle est complètement déchirée. Donc elle a commencé à composter et elle tombe carrément en miettes. J'ai les doigts qui passent au travers sans souci. Donc c'était pas une bâche anti-UV, c'était une bâche de chantier, j'avais voulu faire à l'économie. J'avais acheté ça à 25 €, la bâche de 25 mètres carrés, au lieu de payer le double pour avoir de la bâche tissée. Et puis voilà, du coup j'en ai eu pour mon argent, c'est-à-dire de la cochonnerie. Au bout de 2 ans, c'est bon à jeter. Bon, moi ça fera office d'expérience, on saura que ce genre de bâche là, ça fait pas le travail au potager pour faire des bâches de culture. En plus c'était de la bâche étanche, donc ça laissait pas passer l'eau. Et je pense que ça a beaucoup contribué d'ailleurs à ce que ça s'abîme, puisque comme c'est resté en hiver, les flaques d'eau ont gelé parfois, et ce gel a dû fortement abîmer les bâches.
Plus voilà, le fait que c'est pas traité anti-UV, du coup les UV ont fait pas mal de dégâts. La bâche des courgettes qui est derrière est en meilleur état quand même, elle est moins abîmée, mais enfin bon, c'est quand même pas très vaillant. Donc je vais enlever tout ça, ça va partir à la déchetterie. Bon, il y en a qui m'avaient prévenu en commentaire que ça tiendrait pas longtemps, vous avez raison. Je vais essayer de me réorienter du coup sur de la bâche qui est vraiment faite pour faire du maraîchage. De la bâche tissée 130 grammes par mètre carré, celles que j'ai n'ont pas bougé un d'impète, hein, elles sont nickel. Là ça fait 2 ans, on dirait qu'elles sont neuves. Hein. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais peut-être prendre des bâches de 2 mètres par 3. Enfin, je vais prendre un rouleau de 2 mètres de large et puis je vais le tailler en 3 mètres de long. Comme ça me fera des bâches avec 6 trous. Et puis que je pourrais plus ou moins positionner un peu comme je veux. Ce sera plus facile à manipuler aussi. Parce que ces grosses bâches de 25 mètres carrés, mine de rien, c'est assez compliqué à manœuvrer. Donc voilà, je vais m'orienter vers un puzzle de petites bâches un peu plus petites. Et puis du coup, 6 trous, c'est parfait. Ça fera l'équivalent de, en gros, une sorte de plaquette avec 6 godets. On pourra mettre 6 courges, 6 butternuts, 6 courgettes, enfin voilà, ça va être du coup par ensemble de bâches. Je vais pouvoir regrouper les plants et ça sera logique, ça sera facile à déplacer. Et je pourrai aussi modifier mon schéma du coup d'une année sur l'autre relativement facilement. Donc je pense que voilà, ça va partir à la benne, hein, tant pis, c'était un échec. Et pour ce qui est de faire les trous aussi, je vais peut-être essayer de m'orienter vers autre chose que le chalumeau. Je vais voir si je peux pas trouver une sorte de lame chauffante qui permet de faire des croix de manière beaucoup plus simple. Parce que le chalumeau c'est assez fastidieux mine de rien. Et puis ça laisse quand même un trou bien ouvert pour que les mauvaises herbes poussent. Donc bon, je vais y avoir du changement là, de ce côté-là. On en reparle sûrement l'an prochain. Bon, je note quand même tout de même que cette bâche-là, même si elle commence à s'abîmer, elle est quand même en bien meilleur état que l'autre. Donc bon, je ne sais pas m'expliquer la différence. Peut-être j'ai mis l'autre couleur sur la face verte. Non, mais non, les deux étaient sur la face marron. Et celle-là a quand même vachement mieux tenu, donc je sais pas. Je sais pas ce qui fait que celle-là a mieux tenu que l'autre. Du coup, celle-là, je vais pas la jeter, je vais la garder, hein, je vais la mettre de côté. Elle pourra resservir. Et j'en profite pour vous montrer ça quand même. C'est fou comme le chevelu d'herbe a repoussé sur les bâches. Vous voyez? On voit bien là. C'est assez impressionnant. Vraiment, ça s'étend par-dessus la bâche comme ça. Il est en train de recoloniser. Mais sans racines. Hein. Donc, c'est assez c'est fou la puissance quand même de cette herbe là, de ce que moi j'appelle la mauvaise herbe. Beaucoup du chien-dent d'ailleurs. Et du raiegras, c'est quand même assez fou ce que c'est capable de coloniser en fait. Bon, et on avance bien du coup dans le nettoyage du potager. Je crois que j'ai à peu près mis de l'ordre dans toutes les plates-bandes. Et là, je vais aller à la plateforme de compostage, comme chaque année, récupérer une grosse remorque de compost. Bon et voilà, je reviens de la plateforme de compostage, j'ai rempli ma grosse remorque de compost. Et c'est vraiment histoire de vous faire relativiser du coup les quelques tomates et plants malades que j'ai enlevés du potager. Là j'ai payé 14,40 € pour 360 kg de compost. Vous imaginez 360 kg, donc ça fait genre 4 € les 100 kg, donc c'est vraiment rien, c'est les 3 kg de compost que j'aurais eu, même pas 3 kg, le kilo de compost que j'aurais eu avec toutes les plantes malades que j'ai enlevées, ça vaut vraiment pas, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Voilà, là pour 14,40 €, j'ai ramené une grosse remorque remplie et je vais pouvoir mettre tout ça au potager. Alors, du compost très, voilà, plutôt pas mal. Et ça va aller parfaitement amender les bacs. Oh, puis c'est brûlant. Oh, c'est chaud. Ah, ça brûle les doigts. Donc il n'a pas encore complètement composté et c'est parfait en fait. Je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que sinon j'ai peur que la vidéo soit vraiment trop longue. On va la faire en 2 fois. Dans la prochaine partie, on sera bon du coup pour vider tout ça dans le potager. Et également du coup passer un peu la tondeuse de ci de là, le rotophile, essayer de refaire une petite beauté à ce potager qui ma foi pour l'instant est encore qu'à la moitié du nettoyage pour vraiment le mettre bien pour l'hiver. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures de l'hivernage du jardin.